Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, le Bitcoin a fait un point haut historique en termes de coût de production. Et c'est Satoshi Nakamoto lui-même qui nous dit que il va s'en suivre une explosion du prix du Bitcoin. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi le stock to flow de Plan B est potentiellement erroné sur la raison qui fait que le prix du Bitcoin augmente après chaque halving et on va voir pourquoi cette raison pourrait être en train de survenir maintenant. J'ai cru les yeux fermés en le stock to flow depuis que je l'ai découvert. Et j'avais découvert le stock to flow grâce à un youtubeur français qui s'appelle Crypto Sisyphe. Malheureusement, cette vidéo, je l'ai regardée, je l'ai recherchée, elle est plus disponible en ligne. C'est dommage, c'était vraiment une très bonne vidéo sur le stock to flow. Et en plus, le stock to flow, au final, c'est un modèle extrêmement simple à comprendre. C'est juste la rareté augmente, le prix augmente. Tu peux en plus le comparer aux autres commodités. En plus, ça fonctionne par le passé. On a vu le graphique, tac, 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 tout fonctionne très bien. On a clairement envie d'y croire. Et donc, j'y ai moi aussi cru les yeux fermés et par exemple, en novembre 2021, ça m'a desservi. J'avais systématiquement capté les tops jusque-là, depuis que je suis dans le Bitcoin depuis 2016. J'avais systématiquement capté les tops, même les local tops, je veux dire celui de juin 2019 et pourtant, celui de novembre 2021. J'ai vu les signes divergents et j'ai pas agi. Pourquoi? Parce que j'avais ce biais cognitif ou cette envie que le Bitcoin aille à 100 000 $. Je voyais déjà des vidéos Axel, 25 ans, retraité du Bitcoin. Et, enfin voilà, tu t'illusionnes et c'était pas quelque chose de bien. Et maintenant, retour à la réalité, je vais te montrer pourquoi ce modèle fonctionne tout de même, mais pas pour les raisons que l'on croit. Et reste bien attentif parce que c'est très dur d'essayer de déconstruire des idées que l'on a déjà. Moi-même, j'étais convaincu du stock to flow. Donc reste bien attentif et tu seras potentiellement récompensé parce que si tu commences à remettre en question le stock to flow par le modèle que je vais te présenter, eh ben on est sur une énorme opportunité à venir. Ok, donc ce modèle du stock to flow, il tient quand même quelque chose parce que on n'a pas une corrélation aussi flagrante depuis le début pour rien, c'est pas une 100% coïncidence non plus. Mais est-ce que la raison qui fait cette augmentation du prix est due au halving? Est-ce que c'est vraiment dû à la rareté? Parce qu'en tout cas, c'est ce qu'émet Plan B avec son stock to flow, c'est cette relation entre le prix et la rareté. Et d'ailleurs, il a même fait un petit frère à son modèle, le stock to flow X, qui va encore plus loin et qui va directement comparer la rareté du Bitcoin à celle des autres commodités, des autres réserves de valeur que sont l'or, l'argent, l'immobilier. Et donc, pour montrer cette notion de rareté comparée aux autres réserves de valeur. Premièrement, le Bitcoin ne répond pas encore à toutes les caractéristiques d'une réserve de valeur étant donné qu'il manque encore la confiance. Étant donné que, on l'a bien vu, dans des situations où l'économie commence à être douteuse, on commence à avoir des petits aléas économiques, tu commences à voir soit un virus qui arrive et on ne sait pas encore trop ce que ça va donner, ou un risque de récession comme actuellement, une dévalorisation des monnaies au court terme, et pourtant tu as un Bitcoin qui plonge lui aussi, bam, il fait un beau plongeon. Et donc, on voit que pour le moment, le Bitcoin ne suit pas une trajectoire de réserve de valeur parce qu'on s'aperçoit qu'au moment où il y a de l'incertitude, les personnes ne sont pas en train de mettre leurs capitaux qui leur restent dans l'actif le plus volatile au monde. Enfin, a priori, en tout cas, pour les particuliers, pour la majorité des particuliers. Au contraire, le Bitcoin, il a une corrélation plus que bluffante avec le Nasdaq. Sur cette courbe que je te montre, la vague bleue, c'est la corrélation avec le Nasdaq, le taux de corrélation, et on voit qu'il est quasiment parfait avec le Nasdaq. Pour rappel, le Nasdaq, c'est l'indice américain des tech stocks, donc les actions les plus volatiles et donc celles qui sont considérées comme les plus risquées. Pour rappel, petits termes qui vont être importants à connaître, le terme du hash rate. Le hash rate, c'est tout simplement la puissance de calcul qui est allouée par l'ensemble des mineurs du réseau. Et cette puissance de calcul, plus elle augmente, plus il y aura de rapidité de calcul de l'ensemble des mineurs. Et les mineurs, ils vont tous être en compétition pour pouvoir résoudre un bloc et être celui qui touche la récompense de ce bloc qui correspond à l'inflation du Bitcoin. Et plus il y a de hash rate, donc plus il y a de puissance de calcul allouée par l'ensemble des mineurs, plus en théorie, on devrait pouvoir donc trouver un bloc plus facilement, la résolution à ce bloc plus facilement, ce qui détériorerait le réseau parce que d'un coup, il y aurait une inflation beaucoup plus élevée parce que d'un coup, il y aurait un bloc qui serait miné toutes les quelques secondes et plus toutes les 10 minutes. Mais heureusement, bien sûr, le Bitcoin est très bien pensé et donc il y a une augmentation de la difficulté de minage. Plus il y a du hash rate, plus en théorie il y a de puissance de calcul allouée, plus le réseau augmente la difficulté à trouver l'équation d'un bloc et
c'est pour ça que les blocs restent sur un taux de résolution de 10 minutes par les mineurs. Et c'est pour ça que la difficulté augmente et donc le coût de production également, parce que plus le hash rate augmente, plus ça veut dire qu'il y a de coûts de production, parce que tu vas devoir allouer plus de puissance de calcul, donc plus de machines, etc. Au moment d'un halving, il n'y a pas que la rareté qui est boostée par 2, il y a aussi le coût de production. Et pour t'expliquer ça, je vais faire appel à un pote à moi, c'est Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, il nous disait en début 2010, le prix de toute commodité tend à graviter vers le coût de production. Si le prix est inférieur au coût, la production ralentit. Si le prix est supérieur au coût, un profit peut être réalisé en générant et en vendant davantage. Dans le même temps, l'augmentation de la production augmenterait la difficulté, poussant le coût de production vers le prix. Donc pour mettre des mots clairs sur ce que vient de dire Papa Nakamoto, c'est que au moment où il va y avoir une distorsion entre le prix et le coût de production, il va y avoir deux mécanismes qui vont se mettre en place. Si le prix est supérieur à son coût de production, eh ben ça va donner envie aux mineurs de réaliser un bénéfice instantané et donc de miner en étant extrêmement lucratif, de manière extrêmement lucrative, faisant donc une pression à la vente de ces bitcoins fraîchement minés. Cette pression à la vente va ensuite attirer le prix vers son coût de production. Le deuxième point est que s'il y a une augmentation du prix par rapport au coût de production, il va y avoir des misters argent facile qui vont arriver sur le marché, brancher eux aussi des machines de minage pour pouvoir tirer profit de cet argent facile. Et donc, des nouvelles personnes arrivent sur le marché faisant augmenter la difficulté de minage du Bitcoin et donc augmentant le coût de production pour tous les participants et ramenant le coût de production à son prix. Ok, maintenant, mécanisme inverse, le prix est inférieur au coût de production. Donc ça veut dire que les mineurs qui sont en train de tourner en ce moment, ils dépensent plus d'argent à tenter de résoudre le bloc que la récompense qu'ils vont y gagner s'ils résolvent le bloc. Et donc ça veut dire qu'ils tournent à perte s'ils réalisent leur perte instantanément. Et c'est là où donc le Satoshi Nakamoto nous dit la production ralentit. C'est pas vraiment la production dans le cas du Bitcoin parce que dans tous les cas, un Bitcoin, un bloc va être miné toutes les 10 minutes, qu'il y ait de l'utilisation ou non sur le réseau Bitcoin. Donc tu peux pas ralentir la production de Bitcoin, elle est prédéfinie. Mais si les mineurs réalisent leur perte au quotidien, eh ben, ils sont en train de tourner à vide, à perte. Donc ils n'ont aucun intérêt à vendre les bitcoins qu'ils vont miner. Et c'est pour ça que lorsque ce mécanisme est inversé, c'est-à-dire que le coût de production est supérieur au prix, tu vas avoir une production qui va être ralentie, c'est-à-dire que les bitcoins qui vont être minés par les mineurs, ces bitcoins, ils vont rester hors de la circulation. Les mineurs ne vont pas réaliser leurs pertes et donc il va y avoir moins de bitcoins qui vont être liquides en circulation. Donc les mineurs vont préférer garder leur récompense pour plus tard et ne vont pas passer à la case vente de sitôt parce que sinon ce serait donc réaliser leur perte et ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveaux bitcoins qui sont émis en circulation de manière liquide et la base de nouveaux bitcoins augmente. Ça veut dire qu'il y a une base de bitcoin liquide qui diminue. Donc il y a un plus petit pourcentage de l'offre de bitcoin qui est liquide. À demande équivalente, le prix augmente. Le Pull Multiple, il matérialise très bien ce stress qu'ont les mineurs lorsque le prix est très bas. Et donc ce stress, il est matérialisé par cette bande verte qui est en dessous. Et donc on voit à cet instant que les mineurs sont en énorme stress et généralement le Bitcoin reste très peu de temps dans cette phase, il rebondit. C'est de la même manière que lorsque l'on est dans une zone où les mineurs sont beaucoup trop rentables, on va y rester très peu de temps, c'est la zone rouge et le Bitcoin rebaisse en prix. Et c'est super intéressant de regarder ce graphique. Ce graphique que je suis en train de te montrer, c'est la profitabilité du Bitcoin qui va être en bleu foncé vs le prix du Bitcoin. Et donc, on voit que la profitabilité du Bitcoin, au final, a été nettement supérieure début 2020 à ce qu'elle est maintenant. On voit également que parce qu'il y a eu le halving il a eu lieu au moment de cette décroissance que l'on voit que je vous matérialise à l'écran. Donc là, on a eu le coût de production qui a la profitabilité de minage qui a baissé drastiquement à peu près au niveau auquel on est actuellement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en plus à ce moment-là, donc fin 2020, on voit qu'entre juillet et octobre 2020, on était à des niveaux à peu près similaires à ceux actuels, alors que le prix du Bitcoin il était plus de 2 fois inférieur à ce que l'on a maintenant. Et tout simplement parce que depuis, le hash rate a augmenté, donc la difficulté de minage a augmenté, créant un nouveau support de prix, une nouvelle valorisation du Bitcoin.
Ensuite, le frérot Satoshi il nous dit à l'heure actuelle, l'effort de production augmente rapidement, ce qui suggère que les gens estiment que la valeur actuelle est supérieure au coût de production. Et donc, l'augmentation au fil du temps de la production, ça donne du coût de production, ça donne cette trajectoire ascendante au prix. Et les halvings, ils augmentent par 2 ce coût de production soudainement, donc tous les 4 ans, donc ça divise par 2 la profitabilité des mineurs, la rentabilité qu'ils vont avoir, et donc ça fait augmenter le prix par le mécanisme que l'on a vu précédemment et que Satoshi lui-même nous a donc décrit. Ensuite, pour finir cette citation de Satoshi Nakamoto, il finit par nous dire au cours des prochaines années, lorsque la génération de nouveaux bitcoins ne représentera qu'un petit pourcentage de l'offre existante, le prix du marché dictera le coût de production et plus l'inverse. Donc au moment où ces bitcoins qui seront minés représenteront un trop petit pourcentage de l'offre qui sera en existence, les mineurs n'auront plus autant de pouvoir sur le marché du bitcoin et son prix. Mais ce jour n'est pas arrivé! Ok, donc dans cette vidéo, je t'ai emmené dans un voyage qui nous a amené à se poser la question, est-ce que donc le coût de production n'aurait pas un impact supérieur à la rareté pour le moment tant que le Bitcoin n'est pas encore une vraie réserve de valeur et que les mineurs ont encore une grande importance dans ce milieu. Et maintenant, on va arriver au moment présent de cette vidéo. À l'heure actuelle, donc cette semaine, on a eu le hash rate du Bitcoin qui a fait un nouvel ATH. Donc ça veut dire qu'on est dans une période actuellement où le coût de production du Bitcoin est supérieur au prix du Bitcoin. Donc les mineurs ne sont pas rentables actuellement encore une fois et pourtant on a eu un nouvel ATH de ce hash rate. En 2018, on avait eu une situation extrêmement similaire où lorsque le hash rate avait marqué un point bas, c'était également le point bas de la capitulation du prix qui était déjà passé précédemment et on a eu un prix qui a pu avoir une divergence coût de production qui augmente, prix qui continue de stagner jusqu'à partir sur un x4. x4 début 2019. Et le hash rate, il avait atteint son point haut de 2018 que en juin 2019. On a eu une situation similaire actuellement, c'est-à-dire que le prix du Bitcoin a fait une capitulation, le hash rate a diminué drastiquement lui aussi parce que les mineurs étaient sous stress, certains ont dû débrancher leur machine parce qu'ils n'arrivaient pas à survenir trop de coûts par rapport au prix présent du Bitcoin. Mais le hash rate est reparti à la hausse et il a déjà réatteint un nouvel ATH. Donc actuellement, on a une divergence claire entre l'augmentation du coût de production qui est de magnitude nettement supérieure à ce que l'on a vu par le passé et ce prix qui est toujours baissé, voire latéral. Et si Satoshi nous a appris quelque chose, c'est que ça va propulser le Bitcoin vers le haut avec un énorme rallye très prochainement. En fin de compte, ce qu'on vient de voir, c'est une simple théorie des cycles par les stocks. Et cette théorie des cycles par les stocks, elle n'est pas imputable à Satoshi. Elle est imputable en théorie, ça remonte à plus loin, ça remonte à Kitchin. Et les cycles de Kitchin, ce sont des cycles qui ont des cycles économiques d'environ 3,3 ans, enfin environ 40 mois. Et ces cycles, comme tout cycle économique, ils commencent par une phase d'expansion. Durant cette période d'expansion, la consommation augmente plus vite que la production. Et donc, ce qui fait augmenter les prix. Et ceux qui détiennent le stock vont être tentés de le vendre parce que le prix est donc monté beaucoup plus haut que le prix auquel ils l'ont acheté. Qui détient les stocks dans le cas du Bitcoin? Ce sont les mineurs et les hodlers, les détenteurs depuis longtemps. Cette pression à la vente, elle va donc emmener le prix à la baisse, créant une crise où il va y avoir une baisse de la production et de la consommation. Dans le cas du minage, ça va se traduire sur la baisse du prix du Bitcoin et la fin des commandes de nouvelles machines de minage. On est alors dans une période avec une grosse compétition du côté de l'offre pour une très faible demande et donc les mineurs pour survivre ils vont vendre leur stock et les plus faibles vont fermer boutique. Et donc c'est la capitulation des mineurs. Cette récession, elle se finit lorsque les entreprises les plus faibles ont fermé, que les stocks sont épuisés et que la réaccumulation des stocks commence à être de nouveau supérieure à la pression à la vente. Et à partir de ce moment-là, se finit la récession et commence le nouveau cycle d'expansion Kitchin. On a eu donc exactement un cycle Kitchin qui s'est déroulé sur les 3,3 dernières années avec la phase d'expansion, la phase de vente au sommet, la phase de distribution et la phase de capitulation. Maintenant, les premiers signes, en tout cas les signes assez solides pour pouvoir en faire une vidéo, ces signes de sortie et de début de phase d'expansion, donc sortie de récession et début de phase d'expansion sont sous notre nez actuellement. Étant donné que le hash rate est reparti à un ATH, donc les mineurs ont probablement fini de capituler et sont même
même reparti sur les chapeaux de roue. Et la seconde partie de l'offre, comme on l'avait défini au début, ce sont les hodlers. Et les hodlers, guess what? Ils sont un ATH également. Donc un all-time high de la détention des hodlers. Donc tous les signes pour repartir sur un nouveau cycle Kitchen. Et ces cycles Kitchen, ils commencent, comme on l'a dit, par une phase d'expansion. Et cette phase d'expansion, elle a, durant le dernier cycle, fini par un climax de bull run. Mais une phase d'expansion, faut pas se tromper, un bull run, ça dure vraiment plusieurs mois, années. Et cette phase d'expansion, elle a fini par un climax comme… En fait, toute cette vidéo que je viens de te présenter, elle est tirée d'un article qui est disponible sur mon site web. Et toute la première partie de cet article, je décris pourquoi ces bull run post-halving, ce climax, est une coïncidence de beaucoup de facteurs et pourrait ne pas arriver dans le futur. C'est clairement une coïncidence de plein de facteurs qui ont bénéficié à ce prix et ça pourrait arriver au final durant toute la phase d'expansion et non pas seulement après un halving. Cette partie de cet article, donc, je la décrirai dans une prochaine vidéo. J'ai hâte de te la présenter. Elle va être vraiment, j'espère qu'elle va vraiment t'intéresser. Si tu es curieux et que tu ne vas pas attendre cette vidéo, n'hésite pas à télécharger l'article gratuitement sur mon site web. Je te mets le lien en description. Et n'oublie pas de liker et commenter cette vidéo que tu es en train de voir entre l'article et la vidéo. Ça m'a pris beaucoup de temps à faire. Donc vraiment un petit like, un petit commentaire. On se dit à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner. C'est ciao.